Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Face à Face. Aujourd'hui, l'islam et la communauté musulmane se trouvent sous le feu des projecteurs. Au vu de l'actualité nationale et internationale, nous avons voulu comprendre quel est le poids des musulmans en France sur la scène politique et par là comprendre la motivation des responsables politiques pour soit les séduire, soit les stigmatiser à des fins diverses. Alors j'accueille pour en parler sur ce plateau Monsieur Sadek Selam. Bonjour. Donc alors vous êtes écrivain, historien de renom et on vous accueille il n'y a pas très longtemps donc, pour présenter votre ouvrage La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane. Nous avons également Monsieur Chambi Abdelaziz. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de l'Union des jeunes musulmans, qui fait aussi partie du collectif des musulmans de France, et vous êtes actuel président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et enfin Monsieur Maïl Yanis. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conférencier et islamologue. Et justement, là, monsieur Maïl, comment est-ce que la voix des musulmans est portée ici en France? Écoutez, il y a déjà une grande diversité au sein de la communauté musulmane. Même d'un point de vue politique, on a des musulmans qui se situent à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Moi, ce que je constate, c'est que malgré les carences encore en termes de conscientisation, il y a une évolution. Si on compare la situation d'il y a 10 ans ou 20 ans, il y a une progression, notamment au sein des nouvelles générations dont je fais partie, en termes de conscience citoyenne, de conscience critique. Mais malheureusement, comme ça a été évoqué, aujourd'hui nous avons des élites politico-médiatiques dominantes qui cherchent à promouvoir des individualités, qui chercheront plutôt à nourrir des carrières personnelles qu'à améliorer collectivement la situation des musulmans. De plus, ces élites exigeront de ces personnes qu'ils tiennent un discours de compromission, un discours qui va dans le sens des intérêts des dominants, et non pas un discours citoyen, critique, et qui tient compte de la voix des musulmans de base. Donc alors ça c'est au niveau, on va dire de ces musulmans qui sont un petit peu complaisants vis-à-vis des décisions étatiques. Mais alors, qu'en est-il de tous ces musulmans qui ne sont pas forcément d'accord? Est-ce qu'ils ont un lieu pour parler ou pas, à part Internet? Écoutez, il existe des espaces, parce que même dans des organisations, des grandes organisations musulmanes qui peuvent être critiquables, il existe des espaces où certains peuvent s'exprimer, où il y a certaines marges de manœuvre. Mais d'une manière générale, effectivement, on ne laisse pas, et moi je parle des médias dominants, on ne laisse pas aux musulmans le droit d'avoir voix au chapitre. Et ça, c'est très problématique. Et c'est justement, comme ça a été rappelé, un traitement inégalitaire. Or, on nie ce droit aux musulmans à qui on impose d'aller dans le sens de la pensée dominante. J'aimerais apporter une nuance, s'il vous plaît, juste sur ce que vient de dire Yanis, sur les organisations, etc. Je suis désolé, je m'inscris en faux parce qu'il y a beaucoup de clanisme et beaucoup comment dirais-je, de népotisme dans ces institutions-là. Et si vous n'êtes pas dans le clan, eh ben vous n'avez pas le droit à la parole. Il y a un certain nombre de militants aujourd'hui sur le terrain qui militent depuis des décennies et on leur ferme la porte volontairement parce qu'ils n'ont pas fait un serment d'allégeance, ils n'ont pas été proches du roi ou proches de tel gouvernement. Donc on leur ferme la porte au nez. Donc il y a bien là aussi une manipulation des musulmans de France de façon à ce qu'on mette en avant que ceux qui sont du clan. Et dans le domaine politique, on trouve la même chose malheureusement. Je suis tunisien, d'origine tunisienne, donc je vois aussi qu'au niveau politique, c'est exactement la même chose qui fonctionne. On a beau se dire musulman, c'est la même tambouille qui fonctionne. Donc qu'on soit un peu réaliste par rapport à ça. Là, donc, je vais revenir vers vous, Monsieur Sella. Donc, tout à l'heure, Monsieur Chambi parlait justement du CSCM et donc de ces manières un petit peu bizarroïdes d'élire ses représentants. Alors, justement, quel est ce rôle de ces représentants et comment est-ce qu'on les choisit, ces représentants des musulmans? D'abord, il y a une partie des membres du CSCM qui ne sont pas élus, ils sont cooptés. Et l'existence même de la cooptation montre qu'il y a une continuité par rapport à la politique coloniale, où on a seulement changé de nom. Pendant la période coloniale, on appelait ça les agréments. On pouvait être imam que si on est agréé par une officine de l'administration coloniale. Et ça a été exporté à la mosquée de Paris, à la Société des Habous en 1926. On ne pouvait adhérer à la mosquée de Paris, à la Société des Habous, que si on était accepté par le gouvernement général d'Alger ou les résidences générales de Tunis et de Rabat. Donc là, il y a une parfaite continuité.
Et le CFCM, il ne faut pas perdre beaucoup de temps avec les opérations qui ont échoué. On peut dire que c'est dans l'esprit de Sarkozy était fasciné par Mitterrand et sa capacité de manœuvre et de manipulation. Il a vu que Mitterrand a mis fin au mouvement des jeunes issus de l'immigration des années 80 par SOS Racisme. Sarkozy voulait créer une SOS Racisme des mosquées. Mais ça a échoué aussi lamentablement. Pourquoi ça a échoué selon vous? C'est parce que les musulmans ça a échoué parce que les pas, musulmans ne sont pas des béotiens, ils ne sont pas des bougnoules, parce que vous avez beaucoup de politiques qui croient que les musulmans sont encore des bougnoules. Or, vous avez une élite, des gens qui ont fait des études et qui ne se laissent pas tromper uniquement par de belles paroles. Et ils ont des critères de légitimité qui sont très précis. La légitimité religieuse en islam, c'est l'ilm ou taqwa. Or, quand vous avez un ignorant théologique, l'ilm ou taqwa, c'est le savoir religieux et la piété, pour être légitime. Or, vous avez des gens dont la piété est assez douteuse et dont le savoir très maigre, est très maigre. Alors j'ai une question pour vous, Monsieur Chambi. Depuis quand les partis politiques en France se sont réellement intéressés au vote des musulmans? En réalité, ils ne s'y intéressent pas tellement parce que il n'y a pas d'homogénéité du vote musulman. Yanis tout à l'heure parlait de la gauche et de la droite. Maintenant, il y a même des gens à l'extrême droite, des musulmans qui se disent musulmans, qui sont à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils vont même monter, saboter la barque dans laquelle ils sont en train de naviguer. C'est-à-dire faire le lit des extrémistes et du fascisme en France qui va demain exterminer la présence de l'islam en France. Donc aujourd'hui on s'y intéresse. Nous on s'est rendu compte d'une chose par exemple. On a vu, il y a une loi qui a été votée contre les nounous, qui a été votée au Sénat. Et quand on a appris ça, c'était pour interdire les femmes qui étaient assistantes maternelles de garder des enfants avec un foulard chez elles. C'est-à-dire c'est une loi inquisitoire, c'est une loi digne de l'Inquisition, qui rentre chez vous, qui regarde. Si vous avez des objets religieux chez vous, on vous enlève le gamin. On a manifesté devant le siège du PS, on a interpellé des pontes du PS, et on a lancé une pétition qui a ramassé 30 000 signataires. Et on a fait valoir ça au PS. On a dit, regardez, si vous continuez, voilà, le prochain présidentiel, regardez ce qui va se passer. Et on s'est rendu compte que ça a reculé. Et la loi, elle n'est plus à l'ordre du jour du coup. Oui. Pourtant, elle a été votée au Sénat. Il suffisait qu'elle soit. Il y a un poids, voilà, il y a un poids politique, mais pas politique au sens politicien du terme, au sens organisation de parti, etc. Il y a une réalité dont les musulmans doivent prendre conscience. C'est qu'on est une force, un potentiel énorme qu'il faut exploiter intelligemment et ne pas le brader pour un terrain, pour une mosquée. Il y a une forme de clientélisme. C'est pour ça que je dis gestion néocoloniale. C'est vous travaillez pour nous et on va vous donner un petit quelque chose. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Beaucoup d'associations dans plusieurs villes. Moi, je tourne assez en France et je me rends compte que à l'approche des élections, vous avez le candidat qui vient, la mosquée, on va s'en occuper. On va vous élargir un petit peu de terrain, on va vous donner un peu l'autorisation, etc., etc. Et donc les gens donnent leur voix. C'est pas ça, c'est pas un respect des principes ni des valeurs de l'islam. Ça, c'est du marchandage. C'est du marchandage bas de gamme et il faut qu'on sorte de ça. Il faut que les musulmans comprennent que leur intérêt, c'est de s'émanciper de ces mêmes mises de politique et des pays d'origine pour devenir quelqu'un d'utile à l'humanité. Parce que nous, on ne cherche pas seulement à servir la communauté musulmane, on cherche à servir l'humanité et le musulman peut le faire. Monsieur Maïl, je voyais écrire quelque chose. Vous avez peut-être une réaction à avoir derrière Monsieur Chambi? Non, mais je rejoins globalement ce qui a été dit. Vous estimez aussi que les musulmans on ne s'intéresse pas réellement aux musulmans? C'est que... Non, justement, je pense qu'il y a une évolution. Et là où les musulmans ont un poids, c'est en termes démographiques. Et c'est une communauté qui a un gros potentiel en termes électoraux. Et ça, effectivement, les responsables politiques s'y intéressent, notamment à la veille des échéances électorales. Alors oui, justement, pourquoi pas dans le long terme? Pourquoi on ne s'intéresse pas aux musulmans dans le long terme? Parce que je pense, et ça c'est un point que je voulais aborder tout à l'heure, la citation de Malek Ben Nabi, que je voudrais paraphraser, en disant que si les musulmans sont manipulés, c'est aussi parce qu'ils sont manipulables. Et justement, la relation clientéliste est aussi acceptée par beaucoup de musulmans. Une certaine relation très tendancieuse, très complexée, est aussi acceptée par les musulmans. Et donc il est important aussi d'avoir ce regard autocritique sur notre propre communauté. Et ce que je veux dire par là, il y a quand même un exemple qui était intéressant. Moi je pense qu'il n'existe pas de communauté politique musulmane homogène qui pourrait créer un parti. Je pense que les musulmans sont très divers, voilà, de la gauche à droite, même parfois certains cas où ça va encore plus loin. Mais malgré tout, je pense qu'il existe une sensibilité musulmane. C'est-à-dire que sur certaines questions, on peut trouver
un accord ou en tout cas une majorité de musulmans qui pourront se retrouver notamment par exemple sur la question de l'islamophobie. Et la question palestinienne. Et la question palestinienne. C'est les deux questions qui posent problème en France d'ailleurs. Et à mon sens, un élément révélateur, c'était la dernière élection présidentielle. Justement, on a vu que 93% des musulmans électeurs, selon un sondage, ont voté pour François Hollande, notamment en réaction à l'utilisation extrême de la question de l'islam pour jouer sur les peurs et attirer les voix de l'extrême droite qui ont été utilisées par Nicolas Sarkozy. Oui, mais Hollande vient de perdre tout ça par son coup de fil à Netanyahou. C'est ce que j'allais dire. C'est des autorités algériennes et marocaines qui sont en train de diviser la communauté musulmane en France de façon à ce qu'aujourd'hui il y a des mosquées, vous avez un étage pour les Algériens, un étage pour les Marocains. Je vous cite une anecdote qui m'a extrêmement choqué et bouleversé. Une sépulture, enfin un cadavre, un musulman qui est mort. On l'a amené pour faire la prière du mortuaire. Eh ben, ils l'ont refusé parce qu'il était algérien ou marocain. On en est là aujourd'hui parce qu'il y a le nationalisme, il y a des ficelles, il y a des tireurs de ficelles dans les coulisses que sont les services secrets de ces pays-là principalement et du ministère de l'Intérieur. Le CFCM, qu'on appelle Islam de France, c'est Sarkozy. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, d'ailleurs, or, Sarkozy a négocié lui-même avec les ambassades. Avec les ambassades, tout à fait. Ces ambassades, et il nous dit que c'est l'islam. Or, les ambassades, c'est des services de renseignement. Tout à fait. Un autre argument, quelqu'un comme Chalroumi, Hassan Chalroumi, qu'on nous érige comme le représentant, le modèle de l'islam de France. Ça vous donne une idée de la conscience qu'on a du problème et de l'incapacité de ceux... Les musulmans croient en cet homme-là? Non, c'est pas qu'il y croit. Mais par exemple, une instance qui se dit représentante de l'islam de France, le CFCM, doit pouvoir effectivement interpeller les pouvoirs publics pour dire non. Ça, c'est oui. Mais, alors, vous êtes militant. Alors, est-ce qu'il faut aller dans plus de militants? On a créé un parti qui s'appelle Force Citoyenne Populaire. J'invite les auditeurs, les spectateurs à aller le voir. Force Citoyenne Populaire. C'est un parti politique. Déclaré comme tel, avec une association de financement, avec un programme, avec des objectifs, mais sauf que les musulmans, on les a tellement habitués à être des incapables à se prendre en main qu'ils se ruent encore entre, voilà, ils font le balancier entre Sarkozy, Hollande, la droite, la gauche, et ils n'ont pas compris que c'est une instrumentalisation politicienne qui fait qu'ils n'auront jamais leur mot à dire. Ils seront toujours les colleurs d'affiches, ils seront toujours les vigiles, ils seront toujours les porteurs de sacs des partis politiques. Alors, en 30 secondes, on va finir avec vous, monsieur Maïl. Comment vous voyez en fait concrètement l'avenir des musulmans demain? Comment je vois l'avenir? Comment ça va se passer pour la France? Je pense qu'il faut toujours regarder le verre à moitié vide et à moitié plein. On a parlé des problématiques, on a parlé des carences, mais en même temps, je pense qu'il y a une évolution positive. Aujourd'hui, si on prend le nombre de mosquées, si on prend la question des abattoirs halal et tout un tas de questions aujourd'hui, comparativement à ce qui était il y a 10 ans ou 20 ans, il y a une progression. L'autre élément, c'est que moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse dont je suis. Je pense que même s'il y a des continuités, il y a aussi des ruptures avec les premières générations. Et ça, c'est un élément intéressant. Enfin, ce qu'il faut que la France comprenne, c'est qu'il n'est pas dans son intérêt d'entretenir l'islamophobie, parce que c'est en train de miner le vivre ensemble et la cohésion sociale dans ce pays, que les musulmans sont une valeur ajoutée à cette société, et qu'il est dans l'intérêt de la France d'avoir des musulmans autonomes, des citoyens à part entière, qui ont le droit parfois de soutenir si ça va dans le bon sens et de critiquer si ça va dans le mauvais sens, et qu'à long terme, promouvoir des pseudo-leaders, des gens complaisants, des gens qui sont dans la compromission, ça ne va pas du tout dans l'intérêt de ce pays, ni des musulmans, ni de la République. Vous imaginez plus d'ouverture ou au contraire plus de fermeture au niveau de l'islam et des musulmans en France? Alors si on a ces élites dominantes qui continuent à vouloir enfermer les musulmans, à leur dénier cette reconnaissance, ce droit à la représentativité, forcément en conséquence il pourrait y avoir une radicalisation, ça c'est une loi humaine universelle. Moi, à mon sens, les musulmans, il faut qu'ils prennent conscience intellectuellement de ces manipulations, de ces réalités, qu'ils s'engagent contre pour construire justement la troisième voie dont je parlais tout à l'heure. On est mal parti, juste un mot quand même, parce qu'on est en train de tomber dans du séparatisme culturel, identitaire. On fait des écoles musulmanes à tout bout de champ, on est en train de se replier sur soi-même. Au lieu d'affronter les difficultés, on fuit et on s'enferme. Et autant j'ai défendu les écoles musulmanes pour les filles voilées qui étaient exclues, autant aujourd'hui je suis contre, parce que c'est devenu un truc où on coupe les enfants du reste de la société. En plus, on sélectionne par l'argent et sur dossier. Voilà. Alors par contre, on me dit que c'est fini. Si je peux ajouter juste un point, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, c'est aussi une des conséquences de l'entretien de l'islamophobie. Tout à fait, tout à fait.
Messieurs, je vous remercie de vos interventions. C'était très instructif. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Face à Face. Au revoir.